And because it is 8 p.m., my studio clock says it is news o'clock. Our top stories: domestic chores or housewife duties must be valorized, says Gregoire Owona, Minister of Labor and Social Security, in a nationwide sensitization campaign in the nation's capital, Yaoundé. This is to keep society upbeat with the importance of women playing in the upkeep of the home without a salary or annual leave. Plus, the Minister of Post and Telecommunications has addressed several issues as pertains the quality and standard of telecommunications in Cameroon. Social media has gone haywire as several Cameroonians stood as one voice to denounce the poor communication and internet services of leading communication companies. A wake-up call to step up the quality of services makes up the punchline of her message. Still in line with that, social media has been bustling and muzzling in the poor services of telecommunications network. This newscast got Honorable Jedone Samuel Moth reacting, breaking down some possible repercussions if this continues. And those were our top stories. Hello viewers, thanks again for watching tonight's primetime bilingual newscast on Spectrum Televisions, which opens in the French language with Oriane Duncan. Good evening, Oriane. Bonsoir Joséphine Bindi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Travail domestique, les acteurs sociaux étaient réunis à Yaoundé pour en débattre. En marge de la fête du travail, Grégoire Owona a lancé une campagne de sensibilisation relative dans les 10 régions. Olivier Bouzique pour les détails. Le rapport des professionnels du travail est alarmant. Au Cameroun, le travail domestique s'effectue dans des conditions précaires, salaire dérisoire, parfois en deçà du SMIC, pas de cotisation sociale, repos hebdomadaire ou congé annuel inexistant. Le tableau présenté au ministre du Travail et de la Sécurité sociale est sombre. Nous restons conscients que les avancées qu'il y a eu, qui ont été quelquefois brièvement présentées, sont insuffisantes parce que beaucoup d'entre nous utilisons une main-d'œuvre domestique qui non seulement ne bénéficie pas du SMIC, mais ne bénéficie aucune mesure sociale, j'ai failli dire avantage, parce que ce n'est pas un avantage que d'être inscrit à la CNPS, c'est un droit. Tous s'accordent sur l'urgence d'agir afin de veiller au respect de leurs droits, de leur épanouissement et de leur place dans la société. L'atteinte de cet idéal type passe nécessairement par une communication responsable et ciblée pour une meilleure appréhension des enjeux liés à ce sujet. Je vous exhorte donc à tenir bon. Cette rencontre organisée en prélude à la fête du travail le 1er mai prochain marque le lancement de la campagne nationale de plaidoyer, de sensibilisation et de communication en faveur de la main-d'œuvre domestique. Cette campagne va s'étendre dans les 10 régions. Parlons à présent de la journée d'information institutionnelle sur le projet d'appui au développement de l'enseignement secondaire et des compétences pour la croissance et l'emploi. Une journée qui a connu la présence de plusieurs membres du gouvernement ici à Douala. Léla Renganz. Initiative du gouvernement camerounais mise en place avec l'appui de la Banque mondiale, l'objectif du PADES, un temps des projets d'appui au développement de l'enseignement secondaire et des compétences pour la croissance et l'emploi, est d'améliorer l'accès équitable à un enseignement secondaire de qualité et à une formation technique et professionnelle adaptée au marché. Également, répond à une inadéquation entre ce que nous formons, ce que notre système éducatif forme et met à la disposition du marché de l'emploi et le besoin de notre économie et du secteur productif. Le PADES a en son sein ce qu'on appelle le mécanisme compétitif de développement de compétences. C'est un mécanisme donc qui forme et qui met des moyens à la disposition des uns et des autres.
Alors en profondeur, le ministre de la Formation professionnelle fait savoir que le mécanisme compétitif de développement des compétences agit sur 3 pans. Tout d'abord, la qualité de la formation professionnelle, avec des enseignements pouvant permettre de participer à l'industrialisation. Il faudrait que cette formation réponde aux standards internationaux. Et pour cette raison, la fenêtre 1 procède donc à la sélection d'une trentaine, d'une quarantaine d'établissements. Et on met, alors des établissements publics et privés, on met à la disposition de tout établissement public une subvention de 1 million de dollars, c'est-à-dire 600 millions de francs CFA. Quand il s'agit donc d'un établissement sélectionné dans le cadre d'une compétition mise en place par le PADES, tout établissement du secteur privé sélectionné recevra donc 200 millions de francs CFA, mais en revolving. Cet argent est destiné donc à la réhabilitation, à l'achat des équipements, à la formation des formateurs. Bref, le premier guichet s'équipe de cela. Les 2 autres fenêtres touchent à la formation continue au secteur informel. Dès lors que, du fait de la technologie, du fait de la mutation de toutes choses, un savoir que vous avez acquis aujourd'hui risque d'être obsolète demain, c'est pour cette raison que cette formation doit être donc permanente. On va donc former des acteurs de PME, de PMI, à hauteur, disons, entre 1500 à 2000 personnes, qui seront donc formés en permanence dans le cadre donc de la marche des PMI et des PME. Le 3e guichet qui s'occupe maintenant du secteur informel, qui va donc s'occuper des associations de l'économie sociale, qui va s'occuper des coopératives, qui va s'occuper bref, toutes les associations du secteur informel. Là également, on va former peut-être 4 000, peut-être 5 000 personnes en fonction donc d'un planning qui existe sur Internet. Il suffit simplement que vous vous rendiez donc sur Internet pour savoir donc le PADES, c'est 3 guichets, 3 financements. La journée d'information institutionnelle du PADES a vu la présence des ministres de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Postes et Télécommunications, Agriculture et Développement rural, des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, de l'emploi et de la formation professionnelle, en plus du patron du JICAM. À l'employabilité de nos jeunes élèves du sous-système de l'enseignement secondaire. Let's now listen to the Minister of Secondary Education, Professor Nalo Valyunga, on the vantage points of this training process in the development of the secondary education sector, as well as meeting the professional lapses of the economy. The difference is that this is already underway. We have started it already. And so we have already selected the institutions of secondary education that are going to earn the money to do the new training in the institutions. So it is underway. We are not telling you something that we are going to be doing, but we are telling you that we have changed the paradigm and that we have changed the curriculum, and that different things are going to be taught. Different trades are going to be taught. Trades that that will help the students get the jobs that they are looking for, or create the jobs that will help Cameroonian empowerment to go on. The Minister of Post and Telecommunications has yesterday presided over a crisis meeting ahead of the resolutions of the telecommunications sector. Certain resolutions have been arrived at for quality service in the telecom sector. Here is an excerpt of the minister at the close of the ceremony. This important consultation with major players in the sector is a follow-up of several orders on the subject of quality of service and other issues. In application of the highest directives of the head of state, the government has taken important measures to guarantee consumers of electronic communications
affordable cost, and a quality of service based on the standards in force. Today, compared to other countries, Cameroon offers competitive prices in telecommunications and ICT services. But we must do more and better. To this regard, I have once again urged operators to scrupulously respect their obligations under the concessions granted to them by the government. At the same time, I have instructed the regulator to be more rigorous and vigorous in its actions. I will continue to personally monitor the implementation of these prescriptions, which will be evaluated in the very near future, and the government will draw all the consequences. Et après le ministre des Postes et Télécommunications, je vous propose cette réaction de Samuel Motte. Il présente ici un autre visage de cette affaire. Les coûts qui sont supportés en France ne sont pas nécessairement les coûts qui sont supportés au Cameroun, toute proportion gardée. Et donc c'est très difficile de dire, puisque les autres payent l'unité de communication à tel montant, nous nous considérons comme étant défavorisés puisqu'on nous demande de payer plus. Et quand nous parlons de coûts, quels sont les éléments constitutifs des coûts aujourd'hui? Les éléments constitutifs de coûts, c'est essentiellement ce qui concerne le système de téléphonie, l'infrastructure qu'ils mettent à notre disposition pour pouvoir assurer les communications et qui se traduisent très souvent par un amortissement. Et c'est cet amortissement-là, en réalité, qui traduit l'usure du fait que nous communiquons. C'est cet amortissement-là, très souvent, qui est considéré comme étant un élément de coût auquel l'opérateur, si il veut continuer à survivre, doit nécessairement avoir une certaine marge, parce que les gens qui investissent dans le secteur n'investissent pas par philanthropie, ils attendent des dividendes en bout de course. Or, quand je vous parle d'infrastructure, et le problème il est à ce niveau, il s'agit de ce que nous appelons en gestion des coûts de structure, qui ne varient pas en fonction des unités que vous vendez, mais qui s'imposent à vous parce que pour avoir seulement 1 minute de communication, vous aurez à subir le coût de cette infrastructure-là. Admettons donc que l'on met en place une infrastructure qui nous permet de communiquer. On valorise. Le point qui est posé en face, c'est premièrement combien il nous a coûté au global, mais combien également il nous a coûté à l'unité de consommation. Vous voyez là où se fait la différence. Ce qui veut dire que si l'infrastructure coûte 1000 francs de manière globale et que vous êtes 1000 consommateurs à l'utiliser, le coût à l'unité par utilisateur s'en ressentira forcément. Si vous êtes 200 à l'utiliser, pareil, le coût s'en ressentira. Ce qui veut dire qu'il y a un gros biais de dire c'est moins cher qu'en France. En France, ils sont 65 millions d'habitants. Au Cameroun, nous sommes 27 millions. Donc, vous pouvez imaginer donc qu'à niveau d'investissement égal, le coût sera faible là-bas, puisqu'on va le repartir sur 60. Les 65 millions d'habitants ne communiquent pas tous, mais prenons par exemple le cas où il y a 50 millions d'abonnés. Ce coût-là de l'infrastructure va être réparti entre 50 millions d'abonnés. Chez nous, ce n'est pas le cas. Yaoundé vient d'abriter la cérémonie de passation de service entre les secrétaires permanents sortants et entrants du comité des chefs de police de l'Afrique centrale. Mission et défis du nouvel exécutif, c'est dans cet extrait sélectionné pour nous par Olivier Bouzik. Le plan d'action, il y a à faire. Il y a beaucoup de choses à faire.
Mais nous allons commencer par le plus urgent. Le plus urgent, c'est fluidifier la circulation dans nos corridors. D'accord? J'entends par corridor les routes qui relient une capitale à une autre capitale. Par exemple, la route qui part de Yaoundé ou Brazzaville. On a d'énormes difficultés à circuler sur ces routes-là. Les routes ne manquent pas. S'il y a des difficultés, ce n'est pas à cause de l'état des routes, mais c'est à cause de nombreuses barrières qui jongent ces corridors-là. D'accord? Et nous allons nous atteler à démonter ces barrières-là. Parce que ces barrières-là causent énormément de problèmes aux échanges commerciaux entre nos pays. Vous savez, les échanges entre les pays de la CEMAC, les experts en commerce, en matière de commerce, en matière d'économie, les évaluent en taux à 3% par rapport au reste du continent africain. 3% des échanges commerciaux entre nos pays. C'est très faible. C'est très faible. D'accord? Donc nous allons nous atteler à démonter, à démembrer ces barrières intempestives et inopinées qui empêchent la circulation dans nos corridors. Le Conseil régional du littoral n'a réalisé que 12% des projets inscrits dans son budget en 2022. Au 10 janvier 2023, 5 projets sont exécutés et 14 sont en cours d'exécution. On se rappelle que le budget 2022 du Conseil régional est de 3 milliards de francs CFA. Le bilan est fait ce 27 avril 2023 lors de la clôture de la session du Conseil régional du littoral. Je vous propose à présent d'écouter Polycarpe Banlock, le président du Conseil régional du littoral, est au micro de Julie. 2023 a été une session couplée d'abord par une session spéciale de rapport du Conseil régional et du représentant de l'État. Ensuite, nous sommes allés sur l'examen des comptes du Conseil régional du littoral. Vous savez, c'est de coutume. Comme on le fait dans le privé, quand on termine une année, on fait le bilan de l'année écoulée avant de se tourner vers la nouvelle année. Nous avons certainement pris un peu de retard pour le faire, mais nous l'avons finalement fait. Nous étions en train de présenter les comptes de gestion, les comptes matières et tous les comptes de l'exercice 2022. C'est cet exercice que nous faisions devant l'organe délibérant. C'est ce que nous pouvons retenir. Et l'exercice s'est bien passé et il est terminé. Et maintenant, nous, on regarde l'avenir. Et vous avez dû comprendre que pendant cet exercice, nous avons trouvé aussi du temps pour nous exercer, pour voir comment nous allons financer les projets d'infrastructure d'envergure dans le littoral. Nous nous sommes retournés vers des obligations vertes. Et tous les conseillers régionaux se sont mis à l'étude, ils veulent maîtriser les obligations vertes pour que rapidement le littoral change de physionomie. Les étudiants en fin de formation certifiante souhaitent conquérir l'espace pour le titre du Cameroun. À partir de l'espace, ces diplômés de la JFNHUI pensent trouver des solutions aux problèmes des Camerounais. Inès Pangang et Julie Po. Le Cameroun, comme plusieurs pays africains, songe à conquérir l'espace. Le 17 juillet 2019, le ministre des Postes et des Télécommunications a annoncé la mise sur pied d'un groupe de travail chargé de mettre une étude de faisabilité et de mise en œuvre d'un programme spatial au Cameroun. Le pays et même le continent africain a un potentiel humain qui peut aider à réussir ce projet. En 2050, nous serons 2,1 milliards. L'Europe sera à 546 millions. L'Afrique sera à 2,1 milliards. C'est donc l'avenir du monde qui se dessine en Afrique. Et pour que nous ayons la parfaite maîtrise de ce monde, il nous faut contrôler, gérer notre espace, gérer les données.
Des problèmes du quotidien peuvent trouver des solutions dans l'espace. Entre autres, la gestion des projets agricoles, des ressources naturelles, la prévention des catastrophes climatiques et la surveillance des frontières. La gestion des catastrophes naturelles, l'aménagement du territoire, l'automatisation de l'agriculture, la défense et la sécurisation du territoire, etc. Le Maroc, l'Afrique du Sud, le Nigeria et l'Égypte possèdent déjà leurs propres satellites d'observation. Les étudiants arrivés à la fin de leur certification à la JFN-HUI espèrent faire partie de ceux qui lanceront le tout premier satellite camerounais dans l'espace. Un décès des suites de choléra enregistré ce jour au quartier Elighefa, c'est à Yaoundé. Famille et entourage ont pensé à un cas de paludisme et le pire est arrivé. Reportage. Dans cette housse mortuaire, la dépouille du sieur Nestor Ekani Mendeng, décédé ce 28 avril 2023 au quartier Elighefa, c'est à Yaoundé. Quand on voulait déjà le laver, il s'est écoulé. Il a dit qu'il ne pouvait plus se lever. Moi, dans ma tête, je me disais toujours que c'est le palu. Une maman s'est amenée, qui est là en haut. Elle est venue, elle dit non, ça ce n'est pas le palu. C'est le, on appelle ça comment? Le choléra. C'est là où je demande à cette maman, est-ce que le choléra agit comme ça? Elle prend donc son téléphone, elle nous montre donc son fils, que son fils a eu le choléra et il est interné. C'est pour ça qu'il quitte de lui-même là-bas, il vient s'allonger là. Quand il s'allonge là par terre, avec sa force, il dit qu'il a tellement froid là où il était couché. Il commence toujours à crier. C'est là où la maman l'a dit donc quand il aura les crampes, ce serait sa fin. C'est pour ça qu'il a eu, il a commencé à dire que j'ai les crampes, j'ai les crampes. 30 minutes après, il a commencé à baver. C'était plus comme ça. Il a commencé à mordre ses bras, il est parti. Malade depuis quelques jours, la famille a pensé à un paludisme, malgré les symptômes du choléra que présentait le défunt. Moi, je croyais que c'était le simple palu. On parlait que le palu. Après ça, alors que Madame Émilie vient, il nous dit que... J'appelle d'abord ma fille, il dit que comme il fait la diarrhée, il me dit que j'ai fait la diarrhée toute la nuit. J'ai vomi, l'eau. Après ça, que sur le banc, même là où il était assis, il a fait la diarrhée. Et quand il appelle, il dit que, attention, il dit qu'il y a le choléra dehors. Après test, le personnel de santé est péremptoire, c'est un décès suite au choléra. C'est confirmé, nous avons fait le test TDR rapide qui est positif et nous avons acheminé l'échantillon au niveau du centre Pasteur pour PCR. Et actuellement, en ce moment-là, nous attendons certaines autorités. Selon la paperasse administrative, tout a déjà été mis en place. Nous attendons que la mairie pour pouvoir déporter la dépouille au niveau du cimetière municipal. La vigilance doit être de mise. Nous sommes en pleine épidémie de choléra. Diarrhée fréquente accompagnée de vomissements sont des signaux. Il faut rapidement se rendre dans une formation hospitalière ou appeler le numéro vert du ministère de la Santé publique, le 1510, tout en respectant les mesures barrières, à savoir se laver les mains à l'eau coulante avec du savon après les toilettes. Et nous poursuivons avec vous, Joséphine Binzi, on parle sport. Of course, we talk sports. The under-17 Lions are participating as Algeria and debutant Somalia will officially open the 14th edition of the under-17 Africa Cup of Nations tomorrow, Saturday, April 29, 2023. For these 3 weeks competition, Oni Ladonet drills us on the tournament format. Algeria will once again be at the center of footballing action for the next 3 weeks. This North African nation has opened its doors to 11 other countries for the 14th edition of the Under-17 Africa Cup of Nations. 34 games are in the match calendar, slated to run from April 29 to May 19 in 3 cities, Algiers, Constantine, and Annaba. The competition, which will feature 12 teams for the very first time, is also a qualifier for the Under-17 FIFA World Cup, where only the last 4 standing can qualify.
Algeria will see the likes of South Sudan and Somalia play their very first Under-17 AFCON, while the likes of Cameroon, Mali, Nigeria, Gambia gun for their third title. The groups are divided as such. Host nation Algeria in Group A, alongside Senegal, Congo and Somalia. Group B houses 2007 champions Nigeria, Morocco, South Africa and Zambia. While Cameroon has to wrestle with the likes of Mali, 2011 winners Burkina Faso and Sudan in order to keep her title. All these countries have selected a squad of youngsters to champion their cause, with most of them already stationed in their base. The players will have to go through an MRI scan to confirm their age. Algerian debutant Somalia will officially open this youth competition on Saturday at the Nelson Mandela Stadium. And that was how we saw it on tonight's primetime bilingual newscast on Spectrum Television. Thanks for watching and good night. Good night to you, Oriane. Bonne soirée, Joséphine Pindi. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bon début de week-end en compagnie des programmes de Spectrum Télévision.